L'éco-conception, ça consiste à prendre en compte les aspects environnementaux dans la conception d'un produit, d'un bâtiment, d'un quartier. Et les aspects environnementaux, c'est la protection du climat, la préservation des ressources, alors en énergie, en eau, en matières premières, en sol, la génération de déchets qu'on veut minimiser, et puis des aspects sur la biodiversité et la santé humaine. Alors pour évaluer la performance d'un projet en éco-conception, il y a une méthode qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, donc qui consiste à comptabiliser les impacts depuis la fabrication du bâtiment et des produits jusqu'à sa fin de vie. Alors elle est connue parce que maintenant elle est obligatoire dans le cadre de la réglementation, mais on a intérêt en éco-conception à utiliser une méthode d'analyse de cycle de vie plus réaliste. Par exemple, dans la réglementation, on considère que la durée de vie d'un bâtiment, c'est 50 ans, ce qui relève de l'obsolescence programmée. Donc on va plutôt augmenter cette durée. Par exemple, les Eurocodes disent qu'une structure béton peut durer 200 ans. Et il y a des maisons en bois qui sont là depuis plus de 400 ans. Alors les enjeux, c'est de préserver les conditions favorables à la vie à l'échelle de la planète ou d'un territoire. Et en particulier, donc, de préserver le climat, mais aussi il y a des aspects qui sont liés à la biodiversité et à la santé humaine. Alors les architectes nous disent souvent que leurs bâtiments polluent très peu, c'est pas une usine ou un incinérateur, c'est vrai, mais le fait qu'il y ait plusieurs millions de bâtiments fait qu'au global, ils consomment 2 fois plus d'énergie que l'industrie, par exemple, et ils émettent 25% des gaz à effet de serre. Donc les enjeux, c'est que chacun fasse sa part, l'urbaniste, l'architecte, l'ingénieur, mais aussi les occupants des bâtiments. Et donc on a intérêt à promouvoir aussi la sobriété qui va s'intéresser au comportement des occupants. Oui, alors aujourd'hui, on hésite entre l'atténuation, par exemple, du changement climatique et l'adaptation. En fait, on ne peut pas séparer les deux, parce que, par exemple, l'isolation thermique, elle nous protège du froid en hiver, donc elle permet d'atténuer la contribution au changement climatique, mais aussi en été, quand il va faire de plus en plus chaud lors des canicules, elle nous protège du chaud. Et donc c'est à la fois un levier d'action pour l'adaptation et l'atténuation. Et donc il n'y a pas à se dire on n'y arrivera pas à combattre le changement climatique, il faut s'adapter. En fait, les deux sont liés et on a intérêt à promouvoir des pratiques qui favorisent à la fois l'atténuation et l'adaptation. Oui, alors l'un des grands écueils de la transition écologique urbaine, c'est l'absence de mesures. C'est-à-dire que tout le monde dit mon bâtiment ou mon quartier est un éco-quartier ou un éco-bâtiment, mais on a beaucoup de peine à trouver des données précises d'émissions, par exemple de CO2 par personne ou par mètre carré. Et quand on ne mesure pas, eh bien on ne progresse pas. C'est-à-dire qu'on ne tire pas parti des enseignements des projets précédents. On ne sait pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tout est supposé marcher, mais en pratique, ça n'est pas vrai. Et du coup, on reste sur des idéologies, des a priori. La quantification permet de mesurer avant et après la réalisation, de voir si on a bien atteint les objectifs. C'est-à-dire qu'on peut faire une analyse de cycle de vie avant de réaliser le projet, donc en phase de conception, et puis ensuite de regarder, de mesurer ce qui s'est vraiment passé. Il y a maintenant des capteurs de mesure sur les consommations d'énergie, sur l'eau, sur un certain nombre de choses, les températures, etc. Et donc on peut vérifier que le projet a bien rempli ses objectifs. Et la quantification permet d'étayer les choix que l'on fait plutôt que de se baser sur des idées préconçues. Au début de la qualité environnementale des bâtiments, on favorisait la brique. On s'est rendu compte que ce n'était pas plus favorable que d'autres techniques. Alors aujourd'hui, la mode, c'est le bois. Mais en fait, quand on quantifie, il n'y a pas un seul matériau idéal. C'est un ensemble de matériaux qui, combinés entre eux, permettent d'atteindre une performance satisfaisante. L'intérêt de la chaire, c'est de regrouper des acteurs dans différents domaines, dans différentes disciplines, et c'est comme ça qu'on apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris des sociologues sur les comportements des habitants et la manière de favoriser la sobriété.
Sur l'économie, eh bien, on peut maintenant optimiser un projet en tenant compte à la fois de la performance environnementale et du coût de la construction ou de la rénovation. Donc j'apprends beaucoup de mes collègues et j'espère qu'en retour, je peux aussi leur fournir des connaissances utiles.